Bonjour à tous! Et oui, comme vous pouvez le voir, nous avons à nouveau changé de musée. Nous nous trouvons dans le musée d'histoire militaire, qu'on appelait auparavant le musée d'armes. Par le passé, ce musée se trouvait dans la tour Henri VIII. Vous savez, celle qu'on appelle la grosse tour ici à Tournai. Mais ça, on en reparlera plus tard. De tout temps, l'homme a voulu occuper un territoire le plus grand possible. Mais quand la région convoitée est déjà occupée, on en arrive souvent aux mains, c'est-à-dire à se battre. Pour gagner une bataille, plusieurs facteurs entrent en jeu. Une grande armée bien entraînée, une bonne stratégie, mais aussi des armes les plus performantes possibles. C'est ainsi qu'avec le temps, les armes ont beaucoup évolué et l'homme a fait preuve de beaucoup d'ingéniosité. Il faut aussi savoir que de nombreuses inventions du quotidien ont vu le jour durant les guerres. Nous reparlerons de cet aspect à la fin de la vidéo. Concentrons-nous pour le moment sur les armes, dont je suis certaine, Cindy est une grande spécialiste. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses en discutant avec le conservateur de ce musée et en préparant cette vidéo. L'homme a toujours utilisé des armes, ne serait-ce que pour chasser ses proies. Les hommes préhistoriques utilisaient des lances et des flèches taillées dans la pierre. Il n'existait alors que des armes dites blanches, c'est-à-dire dont l'action n'est due qu'à la force de l'homme. Mais une invention qui date environ du Xe siècle a tout révolutionné. Il s'agit de la poudre noire. À ton avis, Laurence, qui l'a créée? Ce sont les Chinois. Ils l'utilisaient notamment à l'époque dans les feux d'artifice, dont ils sont d'ailleurs de grands spécialistes. Et quelque part, ce sont aussi eux qui ont inventé les premières armes à feu, car ils plaçaient la poudre dans un tube fermé à une extrémité, ce qui leur permettait de lancer une sorte de fusée qui provoquait un incendie. Ton explication me permet de souligner un point important. Pour utiliser une arme à feu, il faut deux choses. L'arme elle-même, bien sûr, et ce qu'elle va tirer, qu'on appelle le projectile. Ces types d'éléments ont évolué en parallèle au cours des siècles. Le premier canon à main a été utilisé au Moyen-Orient vers 1260. À la même période, les Mongols ont importé la poudre en Europe et les premiers canons de notre continent ont été utilisés en Espagne. C'est tout à fait juste, Laurence. Et vers 1300, les Européens ont repris l'idée des Chinois de lancer un projectile via un tube, grâce à l'explosion de la poudre noire. Sauf que cette fois, le projectile a une forme de sphère. C'est ce qu'on appelle un boulet. Ce sont donc les débuts de l'artillerie. Pour l'anecdote, je sais que ces débuts ont été un peu hasardeux dans notre ville. En 1346, il est décidé d'essayer un canon qui lancera un boulet à plus de 400 mètres, boulet qui malheureusement tuera un passant près de l'église Saint-Brice. Vous pouvez observer un des canons fabriqués à l'époque à Tournai. Au début, les canons résultaient de l'assemblage de lames en fer forgé, un peu à la manière d'un tonneau. Mais plus tard, les canons vont être fabriqués en coulant des tubes en cuivre qui produiront ainsi des canons plus résistants. Et les projectiles, ils étaient en quelle matière, Cindy? Au XVe siècle, les premiers boulets étaient en pierre taillée selon différents calibres, c'est-à-dire différentes grandeurs. Au siècle suivant, les boulets sont alors fabriqués en fonte de fer. En parallèle, les canons sont de plus en plus lourds et puissants. C'est d'ailleurs grâce à ce genre de canon qu'Henri VIII réussit à prendre Tournai en 1513, en détruisant notamment l'enceinte de protection qui entourait la ville. Cela impliqua par la suite d'améliorer l'architecture militaire, notamment en augmentant l'épaisseur des murs pour qu'ils soient plus résistants. La tour Henri VIII actuelle
résulte de ce type d'amélioration. Et il n'y avait que des boulets de canon comme projectiles? Non, Laurence. Entre-temps, de plus petites armes apparaissent, et donc de plus petits projectiles aussi. Ah oui, j'ai entendu parler du bâton à feu, sorte de tube en métal qui pouvait lancer des flèches ou des petites balles en pierre ou en plomb. En quelque sorte, avec son apparition, c'est l'ancêtre du fusil qui était né. Cette arme s'appelait en fait la coulevrine. Elle a ensuite évolué en arquebuse, en mousquet, puis en différentes sortes d'armes portatives comme les carabines ou les fusils. Je me dois de vous préciser que les armes que vous voyez là sont vraiment rares en Belgique. L'avantage de ces armes, c'est qu'elles sont transportables facilement, car beaucoup plus petites qu'un canon. La coulevrine est d'ailleurs considérée comme un canon à main. L'autre avantage est que ce sont des armes qui peuvent être utilisées par un homme seul. En effet, c'est un gros avantage durant les batailles. J'ai vu des gravures où ces coulevrines et arquebuses sont posées sur une sorte de pied à 2 dents, reposant sur le cheval du combattant ou sur le sol. Tu sais à quoi cela servait ? Oui, c'était pour soutenir les armes, car elles étaient relativement lourdes. On appelle cela une fourquine. En effet, il faut savoir que ces sortes de petits canons à main comportaient également un manche en bois. Au XVIe siècle, ce manche est devenu plus fin et donc plus léger, et le soldat pouvait faire reposer l'arme sur son épaule pour tirer. Cela correspond à l'apparition du mousquet à mèche, avec une crosse de forme plus adaptée. À ton avis, Laurence, comment s'appelaient les combattants qui utilisaient ce genre d'arme ? Tu pourrais m'appeler le mot mousquet, s'il te plaît, Cindy ? M-O-U-S-Q-U-E-T. Nous avons parlé d'artillerie tout à l'heure. Donc, ce serait un artilleur ? Mais non, Laurence, allez, réfléchis. Mousquet. Comme mousquetaire, évidemment. Eh oui, tu as trouvé. Regarde cette gravure d'un mousquetaire et observe bien tout son équipement. Il y a le mousquet, le pied à 2 dents qu'on appelle la fourquine, une épée, une sorte de ceinture où sont accrochés les as contenant les balles et la poudre, et surtout une mèche qui doit rester allumée tout le temps. Tu imagines le poids et l'encombrement de tout ça ? Moi, ce qui m'impressionne, c'est le fait qu'ils avaient toujours cette mèche allumée avec eux. Cela devait être très dangereux. Tu me diras qu'ils n'avaient pas le choix. C'était le seul moyen de mettre le feu à la poudre qui allait permettre de tirer les balles. Ah, tu as raison. C'était dangereux. Car ils devaient transporter la poudre, la garder sèche et toujours avoir une source de flamme pour mettre feu à la poudre et ainsi pour lancer le projectile. Heureusement, de nombreux progrès amèneront à utiliser une platine à silex qui permettra de déclencher une étincelle et donc de ne plus devoir transporter une flamme constamment allumée. On en revient finalement aux hommes préhistoriques qui utilisaient déjà le silex. Une autre invention va complètement modifier la manière de se battre. Au départ, les mousquetaires étaient entourés d'autres soldats qui portaient une pique de 3 mètres de long et qui les protégeaient entre les tirs. On les appelait les piquiers. Quand ces piquiers encerclaient les mousquetaires, cela ressemblait à un hérisson. Par la suite, on inventa une sorte de pointe de lance qui se fixe à l'extrémité de l'arme à feu. C'est l'ancêtre de la baïonnette. Au XVIIIe siècle, les piquiers n'ont plus d'utilité et disparaissent des rangs de l'armée française. Tu n'irais pas te débarbouiller, Cindy ? Oui, profites-en peut-être pour te changer aussi, Laurence.
Je connais une autre invention qui va révolutionner les armées du XVIIIe siècle, la cartouche. Au début, elle était fabriquée en papier. Elle avait l'avantage, pour les plus modernes, de contenir la poudre et la balle. Sur cette illustration, on peut observer la technique utilisée. Il suffisait aux militaires d'arracher une extrémité avec les dents, de placer un peu de poudre dans un réservoir de l'arme, de placer le reste de la cartouche dans le canon et de la tasser avec une baguette. Ensuite, il n'y avait plus qu'à tirer. Quand tu disais « il suffisait », Cindy, ça fait quand même beaucoup de manœuvres. Oui, mais quel progrès par rapport au départ! Et la cartouche permettait de tirer un plus grand nombre de balles en un temps donné. La cadence de tir était augmentée. C'est juste, et nous n'en sommes qu'au début. Tout va alors s'accélérer. Les cartouches en papier vont être remplacées par des cartouches en métal. Et vers 1850, les canons comportent des rayures, ce qui permet un tir plus précis et de plus longue portée car la balle tourne lorsqu'elle est propulsée. De ce fait, les balles vont changer de forme. Elles ne sont plus sphériques, mais ogivales, c'est-à-dire allongées et pointues, comme les balles actuelles. Oui, et n'oublie pas Laurence que jusque-là, les balles étaient chargées par le canon de l'arme, ce qui n'était pas pratique. En 1848, les Prussiens inventent un fusil qui se charge par l'arrière de l'arme, qu'on appelle la culasse. Et tu connais le progrès suivant qui va tout révolutionner, Laurence? Je sais que les cartouches en papier avaient le défaut de salir rapidement l'endroit où on charge la balle. Donc, peut-être a-t-on commencé à fabriquer des balles qui ne nécessitaient pas de nettoyer trop souvent l'arme. Oui, Laurence, c'est tout à fait ça. Voilà l'apparition de la cartouche en métal dont nous parlions tout à l'heure. Donc jusque-là, il y a eu l'invention de la poudre noire, du canon à main, des boulets en pierre puis en métal, puis l'apparition des canons de plus en plus puissants, des armes portatives, des petites balles et de la platine à silex qui remplacera la flamme constamment allumée. Apparaîtront ensuite la baïonnette, la cartouche en papier puis en métal, les canons striés, les balles en forme de suppositoire et la charge de l'arme par l'arrière, tout cela en 800 ans. Sacré progrès! Une autre avancée va être révolutionnaire. Regarde! C'est l'ajout d'un chargeur sur l'arme, ce qui permettra de tirer plusieurs balles l'une à la suite de l'autre sans devoir charger l'arme entre deux. Ce sera le cas du fusil Lebel, utilisé par les Français lors de la Première Guerre mondiale. En même temps, la poudre noire est abandonnée pour la poudre sans fumée. Différents modèles de fusils à répétition manuelle seront conçus dans de nombreux pays. La dernière des grandes inventions sera l'apparition de la mitrailleuse grâce au système de rechargement automatique. N'oublions pas que cette arme est responsable de millions de morts. Pour terminer sur une note plus positive, nous allons vous énumérer quelques inventions conséquentes des recherches menées durant les guerres et qui impactent beaucoup notre quotidien. D'accord, je commence. Le produit lave-glace pour les pare-brises des voitures, eh oui, à moi. Le four à micro-ondes, découvert un peu par hasard, mais aussi grâce à des recherches visant à mettre au point les radars. Surprenant, les bas collants en nylon. Au départ, cette matière servait à fabriquer les toiles de parachute, mais à la fin de la guerre, la matière a été détournée pour remplacer la soie trop fragile pour les collants. Plus ancien, on doit ce principe de conservation à M. Appert, qui à l'époque des guerres napoléoniennes inventa ce système au départ dans des bouteilles en verre. Un sérieux progrès en médecine durant la Seconde Guerre mondiale,
la production en grande quantité de pénicilline, un antibiotique révolutionnaire découvert une quinzaine d'années plus tôt par Alexander Fleming. Comme tu parles de médecine, on peut également citer le progrès en chirurgie réparatrice effectué durant la Première Guerre mondiale. Grâce à celle-ci, de nombreux soldats fortement blessés qu'on appelait les gueules cassées ont pu retrouver une vie sociale. Et nous pouvons finalement évoquer l'apparition de la fausse fourrure visant à rendre les vêtements des militaires canadiens plus chauds. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié et appris beaucoup de choses. L'important, c'est surtout que vous compreniez que les armes ne sont pas des jouets, qu'elles sont très dangereuses. Et nous attirons aussi votre attention sur les feux d'artifice qui peuvent provoquer de graves brûlures. Un petit jeu pour vérifier tout cela, Cindy? Bien sûr! Et à bientôt pour un nouveau sujet! À bientôt! Commençons par les mots à l'horizontale. 2. Petit canon à main transportable par un seul homme. 3. Arme à feu du mousquetaire. 7. Matière synthétique utilisée entre autres pour la fabrication des toiles de parachute. 9. Étui en métal ou en carton renfermant la charge d'une arme à feu. 10. Inventée par les Chinois au Xe siècle, elle est alors de couleur noire. 11. Passons maintenant aux mots à la verticale. 1. Pied à 2 dents utilisé pour poser le mousquet. 3. Arme automatique de petit calibre à tir rapide. 5. Arme offensive lourde. Plusieurs hommes sont nécessaires à son transport et sa manipulation. 6. Projectile de grande taille en forme de sphère. 8. Soldat armé d'une pique longue de plusieurs mètres. 9.